Depuis le temps, vous me connaissez, j'adore les RPG et les antagonistes, et je me rends compte que depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'en ai assez peu parlé, et c'est bien dommage. On peut critiquer autant qu'on veut la saga Final Fantasy, s'il y a bien une chose qu'elle n'a presque jamais ratée, ce sont ses antagonistes qui sont presque tous iconiques. Sans même citer les noms évidents qui vous viennent en tête, comme Kefka, Sephiroth ou encore Kuja, on peut aller chercher des plus old school, des parler de l'Empereur de Final Fantasy 2, trop sous-coté à mon goût, de Golbez de Final Fantasy 4, très pertinent et intéressant pour l'époque, et même dans les plus récents, on peut citer Ardyn de FF15, qui est littéralement le meilleur personnage et point du jeu. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous parler de Final Fantasy XIV, parce que ce jeu est tellement vaste que je pourrais en parler et ne jamais tomber à court de sujet, et de celui que je considère comme LE meilleur antagoniste du jeu. Bienvenue dans ce storytelling sur le meilleur antagoniste de Final Fantasy XIV. Je le dis de suite, ça va spoiler la fin de l'extension Stormblood et toute l'extension Shadowbringers, mais c'est absolument nécessaire pour parler de ce personnage, vous êtes prévenus. Dans FF14, un ennemi récurrent sont les Asciens, des êtres éthérés surpuissants dont nous ignorons la provenance et qui semblent fermement s'opposer à nous et à Hydaelyn, le cristal mère qui nous a désigné comme guerrier de la lumière, tout en supportant une sorte de divinité du nom de Zordiark. Durant notre périple, nous en avons croisé et confronté plusieurs, nos différents affrontements avec eux s'étant soldés sur des victoires difficiles et parfois au prix de grands sacrifices. Dans le dernier tiers de Stormblood, dans l'histoire du patch 4.4 pour être précis, on découvre un personnage au nom inconnu qui se permet de faire la leçon à Varys, empereur actuel de Garlemald, empire que nous combattons depuis le début du jeu. Ce personnage intrigue rapidement car il parle de Labria et Elidibus, deux Asciens rencontrés plus tôt dans l'aventure, et parle surtout du fait qu'il a été remis à la tâche après un repos bien mérité. Mais le mystère sur son identité ne va pas durer très longtemps, et on apprend qu'il s'agit en réalité de Solus, le premier empereur et fondateur de Garlemald, qui se révèle lui-même être un Ascien. Je vous passe les détails, mais il monologue un peu sur le pourquoi de l'existence de l'Empire avant de se faire tuer. Non, bien sûr que non, c'est un Ascien, c'est pas une balle dans une cutscene qui va le tuer, mais arrêtons un instant pour analyser ce qu'on vient d'apprendre. Solus, le fondateur de Garlemald, était donc un Ascien, et si côté histoire et lore du jeu ça amène énormément d'informations, je vais me concentrer sur une en particulier. Il a fondé l'Empire et a régné jusqu'au décès de son corps physique, événement qui est encore récent à ce moment du jeu, ce qui veut dire qu'il a vécu au milieu des humains, et c'est un des éléments importants qui le place déjà dans une case différente de ses confrères Labria et Elidibus. Il connaît bien l'humanité et n'est pas enfermé dans le cliché de l'être surpuissant qui ignore comment fonctionnent les humains. On le retrouve ensuite dans une autre cutscene où il fait comprendre qu'il reste un Ascien et va donc faire ce que les siens ont prévu. Je ne rentre pas dans les détails de suite, on y reviendra après. Et c'est plus ou moins tout ce qu'on voit de lui dans Stormblood, ce qui était pas très convaincant pour moi. J'ai pas trouvé l'introduction du personnage mauvaise, et j'adore son maniérisme et sa voix, une VF de qualité, bordel, mais avec le peu qu'on nous avait montré, je le voyais comme un Swardin de FF15, et j'avais donc impatience de voir ce que Shadowbringer allait me réserver. Oh boy, je n'étais pas prêt. Solus apparaît rapidement dans quelques cinématiques et observe nos actions, intrigué par certaines choses, pour finalement se révéler à notre personnage et nos compagnons, nous faisant comprendre que nos actions ont retardé son plan, et alors qu'il admet qu'il aurait pu s'associer à un de nos nouveaux adversaires pour nous tuer, se permettant même de balancer un petit pun à la Brea, il finit par nous proposer de nous aider. Ok, pause, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça, c'est la première grosse surprise par rapport à Solus, qui a d'ailleurs révélé son véritable nom qui est Emetzelk, que je vais utiliser à partir de maintenant. Malgré que nous soyons ses ennemis et que nous nous opposons à ses machinations, il tient un discours cohérent et qui remet une chose en perspective. Nous ignorons les raisons de chacun d'agir, aussi bien pour nous par rapport aux Asciens que eux par rapport à nous. Et cette phrase est, à mon sens, très importante. Après tout, nous ne sommes pas des barbares. Bien qu'inférieur à lui et ses congénères, il reconnaît que le dialogue est possible et que notre collaboration permettrait d'en apprendre plus les uns sur les autres, et se permet de pointer du doigt qu'avec son immortalité, il peut échouer tant de fois qu'il veut et retenter un nouveau plan, amenant donc au fait qu'il a décidé de comprendre le sens de nos actions, questionnant même le fait que nos points de vue n'étaient pas forcément incompatibles, et qu'il existe peut-être même un futur où nous coexistons. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là de l'histoire, un Ascien qui fait une telle proposition, c'est du jamais vu, surtout quand on fait le bilan de tous les problèmes qu'ils ont causés par le passé et des conséquences que cela a engendré, et cela se ressent par le fait que tous nos compagnons sont clairement méfiant vis-à-vis d'Emetzelk, ce qui est normal, mais cela montre aussi une nouvelle facette du personnage. En plus de donner de sa personne avec des plans sur le long terme auxquels il participe activement, Garlemald, il est prêt à s'approcher et proposer une collaboration avec ses opposants s'il pense qu'un futur mutuel est possible. Dans la cinématique d'après, il nous explique qu'il compte bien nous observer en restant non loin de nous, mais sans pour autant participer au combat, insistant aussi sur le fait que si nous le souhaitons, il va nous raconter toute la vérité et nous partager le savoir qu'un être comme lui, ancestral, a pu acquérir. Le fait qu'il utilise le terme ancestral ajoute au fait qu'il est vieux, très vieux, et qu'il a probablement des connaissances et expériences qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Et à ce moment-là, on ne se rendait pas encore compte d'à quel point c'était vrai. Emetzelk va donc nous accompagner, et ce personnage est incroyable pour tout ce qu'il apporte. Son statut d'observateur fait qu'il est libre comme l'air, et il n'hésite pas à s'en aller pour nous laisser dans nos ennuis quand ces derniers ne l'intéressent pas, mais il est aussi une mine de capacité et de savoir qu'il partage volontiers sans le moindre problème, se permettant même, d'un littéral claquement de doigts, ramener une camarade du flux éthéré, un endroit inatteignable et où nous avions dû faire de très longs préparatifs pour y arriver par nous-mêmes, et tout cela nous mène
donne à la révélation des fresques. Après avoir avancé un peu plus sur notre objectif, nous nous retrouvons dans un lieu avec des fresques énigmatiques qu'Emet-Selch semble reconnaître et trouve mélancoliques, démarrant ainsi une explication sur leur représentation. Au départ, il existait un monde prospère qui, touché par une calamité, vit son équilibre naturel rompu, et ce ne fut que par de nombreuses prières et sacrifices qu'un nouvel équilibre vit le jour grâce à la naissance de la volonté de l'astre, Zordiark. La puissance de cet être divisait le peuple, et pour lui servir de garde-fou, ils créèrent Hydaelyn, cela menant à un affrontement entre les deux, affrontement qu'Hydaelyn remportera, mais fracturant le monde par la même occasion, et Emet-Selch finit son explication sur ces mots. Ce sont les plus anciens et les plus puissants des primordiaux. Avant de brièvement expliquer que les Asciens, et notamment les originels comme lui, sont les habitants du monde qui existaient avant qu'ils ne soient fracturés. Cette cinématique et toute l'explication d'Emet-Selch fut un reveal brutal, car cela a remis en perspective énormément de choses établies depuis le début du jeu, changeant totalement la donne sur ce que sont Zordiark et Hydaelyn, sur les notions de bien et de mal dans notre opposition face aux Asciens, mais surtout sur le fait que les Asciens ne sont en réalité pas des grands méchants qui veulent juste prendre le contrôle du monde, et cela est encore renforcé dans une autre cinématique plus tard, où Emet-Selch nous fait un cours d'histoire beaucoup plus avancé. La fracture du monde originel par Hydaelyn a aussi découpé les humains de l'époque, séparant donc l'entièreté de l'existence en 14 morceaux, et cela jouait aussi bien sur leur capacité que leur personnalité, car toutes ces vies avaient perdu un des traits importants des Asciens, l'immortalité. Emet-Selch pointe le fait que la vie que nous représentons est incomplète, éphémère, et que cela est difficile à supporter, notamment après avoir connu la grandeur de son époque. Toutefois, il ne perd pas espoir et continue de nous encourager, souhaitant avoir la confirmation que les humains que nous sommes sont assez forts pour cohabiter avec les êtres comme lui. Seulement, après que nous ayons vaincu ce qui semblait être le dernier grand ennemi de l'extension, notre corps commence à faillir à cause de toute l'énergie accumulée, nous rongeant petit à petit, et cela, Emet-Selch l'interprète comme un échec de notre part, comme le fait que nous ne sommes pas assez forts, et ne cache pas sa déception face à notre transformation en monstre qui l'invite à venir le retrouver dans un vestige du passé. Ok, là c'est le moment où je dois me retenir de pleurer, aussi bien qu'à l'enregistrement qu'au montage. Notre groupe arrive face à une ville gigantesque qui se nomme Amoroth, et cette ville est en réalité une illusion créée par Emet-Selch, une illusion qui représente la capitale des Asciens quand le monde ne faisait encore qu'un. Là-bas, on y rencontre Ysle II, c'est une illusion d'un Ascien de l'époque qui est conscient de n'être qu'une illusion, expliquant que comme il est le meilleur ami d'Emet-Selch, ce ne serait pas étonnant qu'il en ait trop fait en le recréant. Ce dernier nous explique en détail ce qui s'est passé à l'époque. La moitié des humains se sont sacrifiés pour donner naissance à Zordiark, la moitié de ce qui restait s'est sacrifié pour donner de la force à la planète. Et après une décision difficile du Concile des 14, à savoir sacrifier les futures vies pour ramener celles sacrifiées pour Zordiark, des conflits ont commencé et ont mené à la naissance d'Hydaelyn et l'histoire que nous connaissons. Ysle II s'ajoute le fait qu'Emet-Selch continue ce qu'il fait car il prend son travail très à cœur et ne veut donner ce fardeau à personne d'autre. Il continue car il souhaite être le seul à devoir le faire. Les dernières cinématiques sont un concentré et une conclusion de tout ce qui a été établi auparavant. Et il nous faut surtout comprendre qu'Emet-Selch n'a pas choisi cette méthode par plaisir. Il a fait l'effort de nous comprendre, il a côtoyé des humains pendant des décennies, pendant des siècles même, et a vu naître et mourir plus d'humains qui ne sauraient en compter, et pendant tout ce temps, il a eu l'occasion de nous mettre à l'épreuve, épreuve que nous avons toujours ratée et qui ne l'a mené qu'à une seule conclusion. Nous ne sommes pas dignes d'être là à la place des siens. Il porte même un ultime coup de marteau en nous demandant si dans une situation similaire à celle que son peuple a vécue, nous serions capables de faire un sacrifice similaire, que la moitié de l'humanité se sacrifie pour protéger l'autre. Et la réponse est évidemment non, car notre humanité est loin d'être aussi bonne que la sienne. Dans une dernière illusion, il nous fait vivre la calamité qui a décimé son peuple avant de lui-même nous affronter, se révélant sous son véritable jour, nous poussant dans le dernier retranchement jusqu'à ce que nous arrivions à lui porter le coup de grâce, le transperçant d'une arme créée par toute l'énergie accumulée durant notre voyage, et alors qu'il se tient devant nous, pouvant nous maudire de l'avoir vaincu, nous maudire d'avoir condamné les siens, il se contente de ceci. J'ai une dernière faveur à te demander. Souviens-toi de nous. N'oublie jamais que nous avons existé. Ça, c'est le point d'exclamation sur pourquoi Emet-Selch est LE meilleur antagoniste de Final Fantasy XIV. Pendant tout son périple avec nous, il évoquait les différences entre son monde et le nôtre, pointant du doigt tout ce qui n'allait pas chez nous à cause de notre mortalité. Mais pendant tout ce temps, cet aspect éphémère l'effrayait aussi, car il ne souhaitait pas que son peuple soit oublié, il ne souhaitait pas que tout ce qu'il avait connu disparaisse à jamais de l'existence, car personne ne serait capable de s'en rappeler. Capable d'être aussi bien drôle à cause de son maniérisme que captivant de par le charisme qu'il dégage, Emet-Selch est la plus grande réussite de Shadowbringers et de FF14 selon moi, car il est un antagoniste qu'on ne peut pas pardonner pour les actions horribles qu'il a commises, mais qu'il est difficile de remettre en cause car ses raisons d'agir sont légitimes vu sa position est parfaitement compréhensible. Le tout amenant au fait qu'au final, malgré tout ce qui pouvait nous différencier, il était guidé par la même chose que nous, être éphémère qu'il conspuait. Il voulait simplement que ce qui comptait le plus pour lui ne soit jamais oublié.